ainsi de suite. Pour aujourd'hui, nous sommes heureux de recevoir pour vous Maître Koulé Tata Joseph, à qui nous disons bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes les bienvenus dans ce studio. Avec vous, nous allons parler de la justice. Je rappelle que vous êtes doctorant en faculté de droit de l'Université catholique du Graben. Vous avez défendu votre master très dernièrement et vous avez planché vos recherches sur les questions sécuritaires dans le parc national de Virunga. Et avec vous aujourd'hui, justement, nous allons parler de la justice. Comment est-ce qu'on peut se servir de la justice pour mettre fin à la crise sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo? Et parmi les instruments qui sont à la disposition de la République démocratique du Congo, nous avons le rapport mapping, le fameux rapport. Résultat des enquêtes initiées par le secrétaire général des Nations Unies, il révèle des cas de violation des droits humains et des droits internationaux humanitaires. Les rapports mapping couvrent la période allant de 1996 à 2003. C'est un rapport qui est mis à veilleuse par le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est l'un des organes exécutants des rapports comme ceux-là. Il en est de même pour le bureau du procureur, la Cour pénale internationale. Les mêmes acteurs qui reviennent, ils sont repris dans ce rapport que nous aurons à découvrir avec Joseph Koulé Tata. Vous êtes les bienvenus. Merci, monsieur le journaliste. Effectivement, la justice, comme la Bible le dit, la justice élève la nation. Mais par ailleurs, la justice, elle est d'une importance incommensurable. Une très très grande importance dans toute société d'hommes. Étant donné que la carence de la justice, ou le défaut de la justice, déstabilise même le bien-être de l'homme, crée des déséquilibres de la société et entraîne de très 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 graves conséquences, des fléaux, si bien que l'homme se trouve très très déstabilisé. De cela, nous allons constater que notre région ici, notre zone de l'Est, RDC, c'est une zone qui connaît un cycle infernal des conflits armés. Autrement dit, un cycle infernal des guerres depuis l'an 96, 97. Mais s'il faut remonter plus loin, il faut remonter aux années 93-94, quand les réfugiés rwandais sont entrés au Congo. Alors, est-il que l'entrée des réfugiés rwandais au Congo a provoqué, n'est-ce pas, les débuts de ce cycle infernal des guerres continues qui se perpétuent jusqu'à aujourd'hui? Et le motif de cette nébuleuse, ou la raison d'être de cette nébuleuse, se trouve fondée sur le prétexte rwandais, selon lequel il fallait poursuivre les réfugiés rwandais, dont la plupart se retrouveraient, n'est-ce pas, dans l'armée rwandaise d'antan. On les appelait les ex-FAR, Forces armées rwandaises, qui se trouvaient dans les camps sur le sol congolais. Alors, ces gens ici sont venus, ils ont commencé la guerre, sous prétexte qu'ils poursuivaient ces réfugiés-là. Ils ont continué leur sale besogne. Non seulement ils ont tué des réfugiés, ils les ont poursuivis. Et ils ont commis beaucoup de crimes jusqu'à arriver au point d'aller prendre le pouvoir à Kinshasa. Quand on prend le pouvoir à Kinshasa, là ce n'est plus la poursuite des réfugiés, ça devient autre chose. Mouzé Kabila a été installé au pouvoir. Ces gens-là sont rentrés lorsqu'il y a eu des malentendus entre Mouzé Kabila et eux-mêmes. Mais ils ne se sont pas fatigués à ce niveau-là.
ils ont imaginé d'autres mécanismes de perpétuer leur sale besogne, leur sale aventure, si bien qu'ils ont imaginé ce qu'ils ont appelé la rébellion, RCD et tout ça. Ça a continué, du RCD, nous sommes allés au CNDP, nous sommes allés au M23, et voilà jusqu'aujourd'hui, nous continuons à vivre les affres les plus terribles du fait de cette aventure qui n'en finit pas. Et pourquoi est-ce que l'aventure n'en finit pas? C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice, étant donné que le rapport qui a été diligenté sur demande du secrétaire général des Nations Unies. Et là, nous parlons du rapport mapping. Le rapport mapping, bien sûr. Parce que tout le monde parle du rapport mapping, le rapport mapping. On voulait savoir en fait, qu'est-ce que le rapport mapping, Maître Joseph Kouletata? Le rapport mapping, c'est une requête ou un besoin qui a été émis ou exprimé par le secrétaire général des Nations Unies en vue d'enquêter sur, n'est-ce pas, les cas de violations graves et massives de droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires sur le sol congolais. Et cette demande-là avait été accordée par les conseils de sécurité et on avait envoyé des troupes ou des équipes d'enquête des Nations Unies sur le sol congolais. Ils ont enquêté et à la fin, il en est sorti ce qu'on appelle le rapport mapping. Donc le rapport mapping, c'est le document qui réunit ou qui compile tous les cas qui ont été enquêtés, documentés sur la violation des droits internationaux humanitaires et des droits de l'homme. Et là, je précise, c'est entre 1996 et 2003. C'est de 1900, les enquêtes ont été menées, disons, on a enquêté sur les faits allant de 1993, donc 93, à 2003. 2003, 93, c'est un rapport qui s'étend sur 10 ans. Sur 10 ans, bien sûr. Alors, en parlant de ce rapport-là, il y a certains concepts qui sont revenus, crime de guerre, crime contre l'humanité, génocide. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir, nous circonscrire ces concepts-là, parce qu'ils reviennent le plus souvent dans les médias, même dans les différents rapports des experts, que ce soit Nations Unies ou des experts internationaux et nationaux? Eh bien, le débat sur la définition des notions ou des concepts, ou les différencier un tout petit peu. Ouais. Le débat autour de ces deux concepts n'en finit pas. C'est vraiment un débat doctrinal. Néanmoins, nous avons un support qui peut nous aider. C'est le statut de Rome qui a essayé d'énumérer. Et qu'est-ce que le statut de Rome? Ce qui peut être qualifié. Le statut de Rome n'est autre que le soubassement ou l'instrument ayant porté la création de la Cour pénale internationale. C'est ce document-là, ou cette convention, ou ce traité-là, qu'on appelle le statut de Rome. Alors, ce traité aux articles, donc ce statut, aux articles, vous commencez à l'article 5, et descendre jusqu'aux articles 7 comme ça, 6, 7, eh bien, énumère ce qui peut être appelé crime de guerre et ce qui peut être appelé crime contre l'humanité. Rapidement, le crime de guerre n'est autre qu'un acte délictueux ou infractionnel, un acte infractionnel que peut commettre un soldat ou un militaire, son assimilé ou son complice. Ça peut être en temps de guerre, tout comme ça peut être en temps de paix. Mais lequel crime est qualifié par sa gravité. Un militaire peut être en opération, nous ne sommes pas en temps de guerre. Le temps de guerre, ce n'est pas le contexte où il y a échange de faits tout simplement. Non. Le temps de guerre, c'est une période décrétée par l'autorité compétente comme étant
les temps de guerre. On dit, maintenant la guerre commence. Là, on dit, nous sommes en état de guerre. Mais quand cela n'est pas encore décrété, on peut avoir des opérations qu'on appelle les opérations spéciales, opérations je ne sais pas comment, d'ordre militaire. S'il y a des infractions qui se commettent par les soldats ou par les militaires, dans l'exercice même de leurs fonctions ou des opérations, on peut les qualifier de crimes de guerre selon la gravité et le répertoire des crimes qui sont repris comme étant les crimes de guerre. Si l'acte qu'il a commis correspond à cette nomenclature-là, on peut qualifier l'acte du militaire de crime de guerre. Et cela relève de la compétence des juridictions nationales, les crimes de guerre. Tandis que les crimes contre l'humanité, un crime contre l'humanité, c'est un crime dont les faits, donc les éléments positifs de ces faits-là, ramassent également, entre autres, le caractère sélectif. Donc on vise un groupe d'hommes ou de civils et on décide de nuire à ces groupes-là et il faut qu'il y ait une autorité. Quelqu'un qui jouit d'une certaine autorité, ça peut être une autorité publique ou de fait, qui décide, n'est-ce pas, de causer du mal à ces gens-là. L'autorité de fait, c'est lorsque quelqu'un se proclame, par exemple, commandant Maï Maï, ou il s'autoproclame gouverneur de tel coin de la République, et il commence à régner là-bas. Et tous les sujets qui se trouvent dans son ressort se retrouvent sous son emprise et sous son autorité. Il commence à décider de la vie ou de la mort de ces gens-là. Il peut le maltraiter, il peut les torturer, il peut faire ce qu'il veut. Alors, cette autorité-là doit avoir la possibilité de décider sur ce groupe de gens. Je vais donner l'exemple le plus éloquent, c'est le cas de, par exemple, du génocide. Pour le génocide, ce n'est pas quelque chose, quelqu'un se réveille le matin, il prend son fusil, il tire sur ses victimes, et on dit, bon, comme il a tué 4 et 5, ça devient du génocide. Non. Il y a un bon nombre d'éléments qui doivent être réunis. On doit sélectionner une certaine espèce de gens, une certaine catégorie de gens. Si on dit par exemple, on veut exterminer les vieillards, on voit qu'il y a une bonne sélection, bien déterminée. Il y a une organisation préalable du crime. Nous allons commettre tel crime contre ce groupe de gens. Et comment est-ce que nous allons perpétrer nos forfaits? Nous allons les perpétrer de la manière qui suit. Là, nous rentrons maintenant dans les crimes contre l'humanité. Le crime contre l'humanité, c'est un crime qui, en fait, vise directement les valeurs que défendent l'humanité. Les valeurs rattachées à l'humanité même. Tandis que le crime de guerre, c'est un crime qu'on peut commettre même sur un seul individu, sans chercher à préparer ou à planifier au préalable quel type de personnes nous devons réunir et qu'est-ce que nous devons leur infliger et pour quel objectif. Alors nous allons revenir sur le rapport Nous allons revenir sur le rapport mapping. En y revenant, nous allons parler de ce qui se passe par exemple à Beni. Comment est-ce qu'on peut qualifier les faits là des tueries massives contre les populations civiles en territoire de Beni et dans une partie de la province de l'Ituri? D'emblée, lorsque une autorité publique ou de fait à Beni, lorsqu'il s'agit de terroristes prétendument appelés EDF Nalou, ce sont des autorités de fait, là où ils sont, ils jouissent d'une certaine autorité sur leurs victimes, eh bien, le simple fait de s'attaquer aux civils non armés, cela est constitutif, n'est-ce pas, de la violation du droit international humanitaire. Il s'agit de crimes contre l'humanité. Crimes contre l'humanité, pourquoi? Parce que il y a une certaine catégorie de gens qui sont déjà sélectionnés. On dit, par exemple, les agriculteurs, nous devons
récupérer toutes leurs terres et nous devons les tuer. Il faut les massacrer. Comme ça, nous avons tout un territoire que nous allons récupérer. Donc, il y a une catégorie de gens bien déterminée. Il y a une planification préalable. Il y a d'autres, certaines bouches qui parlent d'intégrisme islamique, bon, chose que je ne crois pas beaucoup. Néanmoins, si jamais on pouvait considérer l'hypothèse d'intégrisme où les gens viennent au nom de leur foi, ils disent si vous n'êtes pas musulman par exemple ou islam, on vous tue. Déjà, c'est une sélection d'une certaine catégorie de gens. Donc, à Beni, nous connaissons toutes sortes de crimes. Nous avons les crimes de guerre et nous avons les crimes contre l'humanité. Ce qui se commet à Beni, c'est du génocide. C'est vraiment du génocide. Et par ailleurs, nous avons d'autres actes qui se commettent, qui peuvent aussi être qualifiés de crimes de guerre. Donc je vois que nous avons les deux types de crimes au niveau de Beni. Nous avons aussi les deux types de crimes au niveau du M23, là où ils sont en train d'agir pour le moment. Alors, nous allons revenir sur le rapport mapping. On peut savoir quels sont les éléments, quel est le contenu de ce rapport en fait. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce rapport? Ce qu'on peut retenir là de cette contextualisation, c'est des ce qu'on peut retenir du rapport mapping, c'est que le rapport mapping est un instrument très très important que la Commission des droits de l'homme des Nations Unies avait mis à la disposition, n'est-ce pas, de l'autorité, s'il faut l'appeler ainsi, l'autorité internationale, donc l'ONU. Et l'ONU avec son organe prédominant, le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, qui a d'ailleurs, ou qui jouit d'ailleurs, des compétences et des pouvoirs très très exorbitants, et qui décide de l'application de toutes mesures susceptibles de saper la paix dans le monde. Alors, le rapport mapping relève toutes les situations où la plupart, ou un bon nombre de situations, qui tombent dans le cas de la violation du droit de l'homme et du droit international humanitaire. Et ce droit mapping, c'est un instrument ou un outil susceptible d'aider ce Conseil de sécurité à bien pouvoir, n'est-ce pas, ordonner ou demander à ce que des sanctions ou des mesures répressives soient prises à l'encontre des acteurs, n'est-ce pas, qui ont été à la base de tous ces crimes. Et vous savez que le principe de la présomption de l'innocence étant un principe d'or, tous les gens qui ont été cités dans le rapport mapping ne sont pas censés être directement considérés comme des coupables. Donc, on devrait déférer tous ces gens ici devant la justice. La justice devrait déterminer la responsabilité de chacun. Qui est coupable et qui est innocent? Et cette justice peut se situer en justice traditionnelle, tout comme ça peut se situer en justice classique. Alors nous nous demandons pourquoi ce rapport mapping n'a jamais été mis en application. Au moins ça permettrait aux personnes, les délinquants très dangereux dans notre société, tant nationale qu'internationale ou sous-régionale, que ces gens-là soient interpellés, que ces gens-là répondent de leurs actes, afin que ce genre de crimes cessent. Donc, est-ce que ce rapport révèle les noms des fauteurs où il y a cette liste-là qui est jalousement cachée? Il y a des noms qui étaient quelque peu protégés, mais des noms sortis ou révélés par le rapport. Donc ces noms-là, ce sont les noms des acteurs. On peut parler par exemple
lorsqu'on parle par exemple d'un groupe, on dit il y a tel groupe qui a opéré ou qui aurait, au conditionnel, exécuté 10 personnes à tel lieu. C'était des cultivateurs qu'on a trouvés dans les champs, on les a exécutés. C'était à telle période, à tel lieu, à telle date. D'office, même si on ne cite pas le nom de tout le monde appartenant à ces groupes-là, mais on est en mesure, n'est-ce pas, d'identifier qui étaient les responsables, qui jouaient quel rôle dans ce groupe-là. Et dans les cas d'espèce ici, parmi les acteurs qui ont commis des atrocités, nous trouvons des acteurs qui ont commis des actes qui se sont arrêtés dans le temps. Des actes que je peux qualifier de périodiques. Alors qu'il y a d'autres acteurs qui ont perpétué, qui ont commis ou qui ont perpétré des actes à ce moment-là et qui perpétuent cette aventure des commissions, des crimes, des guerres et des crimes contre l'humanité jusqu'à nos jours. On va constater que le rapport Mapping fait allusion, par exemple, à l'armée rwandaise. Il y a les soldats de l'armée rwandaise qui étaient impliqués, largement impliqués dans la majorité de la commission des crimes à l'époque, notamment en 96, la guerre de 96-97. Et les mêmes militaires-là, on les retrouve plus tard dans le RCD. Ils sont partis à Kinshasa avec Mouzé Kabila, ils sont revenus et ils ont porté l'étiquette du RCD pour combattre leur allié d'antan, M. Mouzé Kabila Laurent. Les mêmes acteurs, après les négociations de San City et consorts, on dit écoutez, mettons fait enterrer la hache de guerre et tout, on va se partager les gâteaux et consorts. Ils reviennent, ils se disent non, nous ne sommes pas satisfaits. Ils sont revenus sous une autre étiquette, le CNDP, et vous allez trouver les mêmes militaires, les mêmes têtes, il y a des têtes qui reviennent. Évidemment, il y a de nouvelles figures, mais il y a des têtes qui reviennent toujours. Les gens comme les Makenga sont des petits soldats qui ont combattu lors de l'AFDEL. Il revient à l'époque du RCD. On le voit encore à l'époque de CNDP, et voilà. Le même type continue. Il emmène les gens jusqu'aujourd'hui avec son M23. Je pense que cette bêtise continue comme ça. Cette fatalité continue parce qu'on n'a jamais voulu mettre en application, n'est-ce pas, le rapport Mapping. Est-ce que à l'interne, le gouvernement ne peut pas aussi réprimer ces crimes-là? Parce qu'il paraît que dans notre pays, pour être récompensé, il faut entrer dans une rébellion. D'ailleurs, il y a un entrepreneur de Goma qui s'appelle M. Bahati, j'ai lu son tweet avant-hier, il dit en République démocratique du Congo, il est plus facile d'intégrer un groupe armé pour un jeune que de créer une entreprise. C'est trop aisé d'intégrer. Et ces gens-là sont généralement récompensés. Il ouvre un mouvement rebelle et il est récompensé, il entre au gouvernement et après il récidive. Ne pensez-vous pas que ce sont des pratiques qui encouragent l'impunité lorsque on donne une sorte de prime à l'insurrection? Tout à fait. Parce que vous allez constater que donc ces compatriotes-là, je lui donne pleinement raison. Vous allez constater que ces gens ici, s'ils continuent, c'est parce qu'ils gagnent beaucoup. Ils s'en foutent du rapport Mapping, ils s'en foutent du droit de la justice, ils s'en foutent de la paix. Et nous demandons finalement quel est le rôle des Nations Unies. Si les Nations Unies sont là pour maintenir la paix. Et le Conseil de sécurité constate qu'il y a des violations très graves, des violations, n'est-ce pas, le rapport Mapping relève un nombre de 617 crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis dans ces 10 ans-là, pendant ces 10 ans-là. Ces gens-là, ils tuent
ils violent, ils font tout. Leur nom se retrouve dans des rapports des Nations Unies. Mais il n'y a personne qui s'en fout. Hein. Personne ne cherche même à se dire, écoutez, la paix a été entamée quelque part, la paix mondiale, eh bien, il faut restaurer la justice, réhabiliter les victimes dans leurs droits. Au contraire, vous allez trouver que ces gens-là ont monté des échelons. Les petits Kadogo, là, les soldats sous Musée Kabila, évidemment, la plupart étaient déjà des soldats dans l'armée rwandaise. Ils quittent le Rwanda, ils viennent sous l'AFDEL, ils arrivent jusqu'à Kinshasa. Aujourd'hui, la plupart sont des généraux. Les Makenga, des généraux, il y a d'autres, tant d'autres, qui étaient dans ces aventures-là. Bosco Ntaganda, un Rwandais, puis Congolais, Rwandais, Congolais. Il arrive à la CPI, il dit, moi je suis Rwandais, je ne suis pas Congolais. Donc vous n'allez pas me juger comme Congolais, jugez-moi comme Rwandais. Plutôt ne me jugez pas comme Rwandais, mais comme Congolais, jugez-moi comme Rwandais. Quels sont les défis auxquels le rapport mapping est confronté, tout en soulignant par exemple le cas de Bosco Ntaganda que vous venez d'évoquer, qui arrive à la CPI, dit qu'il est citoyen rwandais, et le Rwanda n'est pas signataire justement du statut de Rome dont vous avez parlé au début de cette émission. En fait, le rapport mapping est confronté à la complicité ou au complot international, si ça peut se dire. Vous savez, comme certaines bouches ou certaines opinions ont toujours accusé, n'est-ce pas, le Conseil de sécurité et l'ONU d'être un club des vaincus contre les vainqueurs. Un club des hommes forts qui s'associent pour dominer et écraser tous les autres. Lorsqu'il s'agit de deux personnes qui meurent en Irak par, n'est-ce pas, un missile ou quelque chose comme un obus, ça les préoccupe au plus haut point. Mais lorsque nous avons des milliers de gens qui meurent au Congo, ils s'en foutent. Lorsqu'il y a un seul témoin, une seule source qui parle de quelque chose d'anormal en Ukraine, c'est tout le monde qui se mouille là où il est, qui s'agite. Mais le rapport ici a été confectionné, il a été étoffé sur base, n'est-ce pas, de 1280 témoignages reçus. 1200. 1280. Un rapport de 5000 pages à peu près. C'est vraiment un rapport costaud. C'est dans les 500 pages. 500 pages. 500 pages. Donc, c'est pour montrer le degré d'objectivité de ce rapport. Et le rapport se montre objectif parce qu'il ne vise pas que le Rwandais. Par exemple, le Rwandais ne peut pas dire que le rapport mapping ne vise que. Il y a aussi les Congolais qui sont pointés du doigt, qui se sont permis, n'est-ce pas, de violer les normes internationales en matière de droits de l'homme et de droits internationaux humanitaires. Donc c'est un rapport qui présente le maximum, n'est-ce pas, d'objectivité. Alors, ce qui est aberrant, c'est que le Conseil de sécurité a décidé, comme le dénonce toujours le docteur prix Nobel Denis Mukwege, qui dit toujours pourquoi est-ce que vous continuez à garder le rapport mapping sous les tiroirs. Vous savez, la fonction de la peine en droit pénal ou de la répression en droit pénal, ou l'objectif de la répression, c'est entre autres d'intimider, de dissuader les délinquants. Non seulement le délinquant visé ou ayant commis le crime, mais aussi les autres qui assistent à la répression de commettre le même forfait à l'avenir. Donc, plus on laisse les gens tuer les autres comme ça, on tue les bébés, on les pile dans des mortiers, on les vendre les femmes enceintes, on arrive dans des hôpitaux, on tue tous les malades, tous les patients qui sont dans les hôpitaux, on tue le personnel soignant et on garde le silence. Donc quelque part nous sommes en train de perdre. Nous perdrons le sens même de la valeur de l'homme,
la vie de l'homme cesse d'être sacrée. Et quand on parle de l'homme, aujourd'hui ça peut être l'homme noir, congolais, mais demain, la même situation pourrait arriver à l'homme de race blanche. Et celui qui a perdu le sens de la valeur de l'homme ou de la vie de l'homme, lorsqu'il sera devant un sujet de race blanche, ne croyez pas que ce sens-là va lui revenir. Donc, il va commettre le même forfait. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, le silence de l'ONU, le silence du Conseil de sécurité, c'est un silence coupable et qui porte préjudice à toute l'humanité, allant de l'Occident jusqu'à l'Orient. Parce que ce qui se commet aujourd'hui, quand ce n'est pas réprimé, demain ce sera ailleurs. Aujourd'hui c'est au Congo. Demain nous serons peut-être au Mexique. Le lendemain on sera peut-être en Hollande, pourquoi pas. Et ça va continuer comme ça. Donc nous pensons que il est grand temps que le monde cesse avec son hypocrisie. Nous allons y revenir. Par où faut-il commencer pour mettre en application ce rapport mapping? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je rappelle que vous êtes en train de regarder, vous êtes en train d'entendre Talk Hebdo. Talk Hebdo, c'est cette émission coproduite par la voix de l'UCG et Moto TV. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler du rôle de la justice dans la résolution de la crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et parmi les instruments qui sont disponibles, par où on peut commencer, c'est le rapport mapping. Ces documents de plus de 500 pages, fruit des enquêtes initiées par les Nations Unies à travers son secrétariat général. Ces documents révèlent les cas de violations graves des droits humains et des droits internationaux humanitaires et crimes contre l'humanité et qui couvrent la période allant de 1993 en 2003 en République démocratique du Congo, mais un rapport qui restait, comme l'a toujours dit Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, il a toujours dit que ce rapport est gardé dans les tiroirs. Par où faut-il commencer, Maître Koulé Joseph Tata? Je rappelle que vous êtes doctorant en faculté des droits à l'Université catholique du Graben, UCG Butembo. Par où il faut commencer? Eh bien, il faut tout simplement que la communauté internationale puisse cesser, arrêter avec son hypocrisie. Si cette communauté veut réellement aider le Congo, il veut nous aider à rétablir la paix ici. Parmi les mesures que cette communauté peut prendre, eh bien, il y a également l'appui des mécanismes susceptibles, n'est-ce pas, d'instaurer la justice pour le Congo. Nous avons besoin d'une cour internationale pour la RDC, ou le tribunal international pour la RDC. Mais certains pourraient me poser la question de dire, mais écoutez, comment les juridictions militaires en RDC, en vertu de l'article 207 du Code pénal militaire congolais, eh bien ces juridictions sont compétentes de connaître des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Pourquoi solliciter que ce soit la communauté internationale qui nous aide à instaurer ou à décider de la création d'un tribunal international pour la RDC? Eh bien, nos juridictions militaires n'ont pas la compétence universelle. Il y a ce qu'on appelle la compétence universelle. C'est-à-dire de justice. C'est-à-dire, quelqu'un qui commet une infraction ailleurs, il n'est pas congolais. Dès qu'il met son pied sur le sol congolais, les juridictions congolaises peuvent se saisir de lui et le juger. C'est comme au Sénégal, il y a Sénabré qui est tchadien, mais jugé par les juridictions judiciaires sénégalaises. Donc, nous aurons des difficultés, n'est-ce pas, à poursuivre certaines personnes qui pourraient avoir participé indirectement aux crimes contre l'humanité et crimes de guerre en RDC sans y être physiquement. Prenons le cas par exemple de M. Paul Kagame. Paul Kagame qui est le patron
de l'industrie criminelle qui continue à produire ou à sortir ses effets jusqu'à ce jour. Mais ce monsieur-là n'a jamais mis son pied ici pour venir exécuter une seule besogne. Mais il donne des ordres à partir du Rwanda. C'est comme ça que, dans le rapport mapping par exemple, et les autres, même les autres différents rapports, vous allez apprendre que à tel hôpital, c'est notamment à Lemera. À Lemera, en 1996, vous avez des militaires rwandophones qui se disaient Banyamulenge, qui étaient arrivés à l'hôpital de Lemera et qui ont tué tous les malades qui étaient là. 35 malades, et ils avaient tué 2 personnels soignants dans l'hôpital. Mais ils étaient envoyés par qui? Qui était leur commanditaire? Qui était leur autorité morale? L'élément, disons, le commanditaire ou l'autorité morale ici, celui qui donnait des ordres, qui donnait des orientations, et celui qui avait le pouvoir de dire, écoutez, arrêtez, ne faites pas ceci, c'était Paul Kagame. C'était lui qui était à la tête de tout ça. Bon. Le Congo, si aujourd'hui, par exemple, nous disons, nous allons nous baser sur le rapport mapping et poursuivre les gens. Nous ne saurons pas atteindre les complices qui est Kagame, par exemple. Donc nous serons limités. Très limités. Or, dans cette histoire, il n'y a pas que les Congolais. Il y a les gens de différents pays qui ont contribué, n'est-ce pas, à la perpétuation, n'est-ce pas, de ces crimes. Par conséquent, la juridiction qui répondrait mieux à cette demande ou à ce besoin, c'est la juridiction internationale pour le Congo. C'est pourquoi il faut créer le tribunal international pour le Congo. Or, pour créer le tribunal international pour le Congo, mais ce tribunal-là devient comme un instrument, l'instrument qui sera l'effet ou la conséquence d'une convention, d'un accord ou d'un traité, tout comme la CPI a été créée. Il y a également le tribunal pénal pour le Rwanda, pour l'ex-Yougoslavie. Tout à fait. Donc ça devra être pareil. L'ONU doit être d'accord, le Conseil de sécurité doit être d'accord. Voilà, il y a des acteurs de grande taille, des acteurs internationaux, qui doivent se mettre d'accord pour qu'on crée ce tribunal ici. Donc ça ne relève pas de la simple volonté des Congolais. Sinon, il y a longtemps qu'on aurait déjà créé peut-être je veux revenir sur les initiatives gouvernementales. Et le gouvernement congolais qui a procédé il y a quelques jours, c'était le 9 décembre, à la présentation du livre blanc sur l'agression avérée de la République démocratique du Congo et les crimes internationaux commis par la coalition M23 RDF sur les sols congolais. D'après le porte-parole du gouvernement, M. Patrick Mouyaya, le développement des faits dans ce livre s'est fait en 7 chapitres évoquant notamment des faits décriés, leurs conséquences, leurs qualifications, ainsi que les attentes de la République démocratique du Congo. Ce livre blanc du gouvernement congolais a pris à compte des faits déroulés depuis novembre 2021 jusqu'au 8 décembre 2022. Pour que ces crimes ne demeurent jamais impunis, comme ce fut le cas depuis plus de 20 ans, que la sécurité dure dans la partie est de la République démocratique du Congo, rappelle Patrick Mouyaya, la RDC exige la création d'un tribunal pénal spécial qui aura une compétence générale et universelle et dont la mission principale sera de juger tous les criminels présumés sans que les Rwandais ne continuent à protéger les criminels du fait qu'ils n'est pas parti au statut de Rome de la CPI. Voilà. Pensons-nous, même si c'est pour une petite... c'est pour quelques mois, sur une période vraiment très limitée sur lesquelles ces livres blancs a basé ses enquêtes. Pouvons-nous dire que c'est déjà un début lorsqu'il y a un autre, ou carrément ça sera un autre document qui va rester dans les tiroirs comme les rapports mapping? La différence entre les deux documents, le premier document, le rapport mapping, est l'émanation, n'est-ce pas, de l'ONU. C'est disons, la Commission des droits de l'homme des Nations Unies
qui a diligenté les enquêtes et qui a pris l'initiative. Alors que pour le second, le livre blanc, c'est l'État congolais qui décide de documenter les cas des crimes et des forfaits tels que commis par, n'est-ce pas, cette milice que moi j'appelle de mercenaires, je qualifie de mercenaires parce qu'on ne peut pas les appeler les rebelles. Étant donné qu'ils servent plus les intérêts étrangers, les intérêts du Rwanda, que les intérêts du Congo, et par conséquent, on ne peut pas les qualifier de rebelles. Eh bien, lorsque le livre blanc revient en charge, eh bien, ce livre ici, ou ce rapport ici du gouvernement, va dans le même sens que le rapport mapping. Et si jamais le rapport mapping était mis en exploitation depuis longtemps, on n'aurait pas besoin de revenir au livre blanc. Alors je crois d'ailleurs que le livre blanc n'aurait pas lieu aujourd'hui. Les mêmes gens qui tuent, comme ils sont en train de le dire, le même acteur, celui qui a envoyé les gens tuer, massacrer, commettre le génocide en 94, en 96, jusqu'à aujourd'hui, c'est le même qui continue à envoyer les gens. Donc si jamais on l'interpellait, on le réprimait, on le jugeait, on le réprimait, n'est-ce pas, sur base du rapport mapping, il n'aurait pas le courage d'envoyer le M23 commettre tout ce qu'il est en train de commettre. Alors, en revenant sur ce que fait le gouvernement et en contextualisant tous ces crimes qui reviennent jusqu'aujourd'hui, comme vous l'avez souligné, il y a le gouvernement congolais qui, jusqu'aujourd'hui, se réserve de négocier avec les M23 ou carrément, s'il ne négocie pas, il refuse d'intégrer ces rebelles au sein de l'armée. Pensez-vous que c'est la bonne ligne? Ça, c'est l'idée qui est à soutenir. C'est vraiment la meilleure idée. Parce que, vous savez, celui qui veut peut-être vous voir mourir, et lorsqu'il vous torture, il vous coupe un doigt, il dit, bon, je vais vous laisser. Si vous me révélez telle situation, dites-moi là où vous gardez votre argent. Vous le dites là où vous gardez votre argent. Mais lui n'a pas besoin seulement de prendre l'argent qui est dans la maison, il a besoin de prendre tout votre patrimoine, vos champs et consorts. Si vous êtes chef coutumier, par exemple, il veut récupérer même votre pouvoir coutumier. Vous pensez qu'après lui avoir montré là où vous gardez votre argent, il va vous laisser? Non, ses ambitions vont au-delà. Les ambitions du Rwanda sont expansionnistes. Même si on négocie avec ces gens-là, on n'aura pas la paix, on n'aura pas de solution. Alors, on a négocié parce que nous ne restons qu'avec 3 minutes. Eh bien, ce qu'il faut faire, moi je pense que nous devons nous inscrire dans la lutte de Denis Mukwege, qui a commencé la lutte très longtemps, depuis le 96 jusqu'à aujourd'hui. Dans tous les salons du monde, Denis Mukwege ne parle que de l'impunité, dénonce l'impunité de la communauté internationale. Nous devons nous inscrire et accompagner Mukwege, soutenir Mukwege dans la lutte qu'il est en train de faire. Par ailleurs, nous devons continuer à dénoncer à l'endroit de la communauté internationale, n'est-ce pas, ce silence, hein, ce silence et cette distraction qu'il est en train de nous mettre. À chaque fois qu'il y a des problèmes, on veut se mettre, eh bien la communauté internationale était la première à faire des déclarations, à dire écoutez, vous êtes en Luanda, nous nous inscrivons, ou nous soutenons la déclaration de Luanda, nous soutenons ceci, cela, mais en oubliant que le même criminel est là, et s'il continue à perpétrer ces sales besognes, c'est parce que cette même communauté internationale a décidé, n'est-ce pas, par son hypocrisie, de le garder, de le protéger. Mais entre-temps, est-ce que le gouvernement congolais n'est pas aussi rattrapé par ces multiples signatures, des accords qui sont signés, et par après, on présente ou on confronte le gouvernement à sa propre signature? Est-ce que de l'hypocrisie? Écoutez, les gens lorsqu'ils parlent de signature et des accords, un accord c'est quoi? Un accord c'est un contrat. On peut signer un contrat et on peut le révoquer à tout moment. Le Congo peut révoquer les accords. On a cette liberté à droit international. Il n'est pas dit que lorsque vous avez signé un accord, ça reste une corde au cou jusqu'à l'éternité, non. Donc, le Congo ne peut pas le blâmer pour avoir signé certains accords.
dans le but peut-être de chercher à stabiliser la situation, coopérer avec l'adversaire ou l'ennemi pour qu'ils deviennent amis et que la paix soit restaurée. Ce qui est là, c'est que si le Congo, disons le Rwanda persiste dans le mal, ce que nous devons faire, c'est de renoncer par exemple aux accords que nous avons avec le Rwanda. Nous devons rompre par exemple, ça c'est mon avis, on doit rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda. On a déjà rappelé l'ambassadeur. Ça ne suffit pas, mais la coopération demeure. Il faut fermer. On a chassé, le gouvernement a chassé des experts militaires rwandais qui étaient sous le mandat Est-ce qu'ils sont partis? de l'EAC. Le gouvernement a déclaré, mais ils ne sont pas partis. Le Rwanda les a rappelés. Hein. Bon, si le Rwanda les a rappelés, ce n'est pas suffisant. Il faut fermer l'ambassade du Rwanda à Kinshasa. De deux, lorsque le Rwanda continue à nous menacer ou à nous provoquer, à tirer sur nos avions militaires, par exemple, sur le sol congolais, nous devons utiliser le principe de réciprocité. C'est un principe qui existe en droit international, en droit des relations internationales. Donc, on a tiré sur vous, vous pouvez répliquer au même moment. Vous on a fermé les chaînes congolaises, le Kinshasa aussi a fermé les chaînes rwandaises. Ça ne suffit pas. Ça représente quoi? C'est rien ça. Alors, on attrape des militaires rwandais, des RDF. On les a chez nous. Mais quand eux attrapent les nôtres, est-ce qu'ils les gardent en vie? Quand un militaire traverse vers le Rwanda, au même moment on le tue. On a rendu combien de Congolais, des militaires congolais qui ont traversé vers le Rwanda? La RDC les rapatrie vivants. Nous les rapatrions vivants. Mais où est le principe de réciprocité? Comment voulez-vous qu'on nous respecte? Donc, tout ça rentre dans le cadre de la justice. La justice, c'est quoi? La justice, c'est rendre la monnaie d'échange à celui qui voulait lancer. Vous lui retournez l'ascenseur. Ce que le Rwanda nous fait, nous devons le retourner vers le Rwanda. Et prouver aux yeux du monde que le Rwanda a beaucoup exagéré. Et moi, je crois que c'est de cette manière que nous pouvons revaloriser la justice. Donc, la justice ici doit être revendiquée, comme nous avons revendiqué la levée de l'embargo sur l'importation des armes. Nous devons continuer avec la même allure jusqu'à ce que le tribunal international pour le Congo nous soit accordé. Merci beaucoup. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous étiez nombreux à nous regarder à travers cette émission Talk Hebdo, une émission coproduite par Moto TV et la voix de l'UCG. C'était pour nous un honneur de recevoir sur ce plateau Maître Kouré Tata. Il est doctorant à l'Université catholique du Graben en faculté des droits. Avec lui, nous avons discuté du rôle de la justice dans la résolution de la crise sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Et parmi les instruments qui sont à la disposition de la communauté internationale et du gouvernement congolais, c'est le rapport Mapping, ces documents de 500 pages que nous avons eu à découvrir avec cet expert des questions de sécurité et des droits. Le rapport Mapping qui est jusqu'à aujourd'hui gardé sous les tiroirs du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais également de la Cour pénale internationale, qui sont les instances compétentes pour mettre en application ces rapports. Et mettre en application ces rapports, c'est réprimer les acteurs qui sont repris dans ce document. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'étais Georges Kisando Sokomeka pour la présentation de ce Talk Hebdo. Prochain numéro, je vous remercie sincèrement pour votre fidélité indéfectible à nos productions, mais également merci à l'invité d'avoir honoré notre invitation. Prochain rendez-vous, au revoir. La beauté du monde est faite